Bon, eh bien, on va commencer. Bonjour à toutes et à tous. Avant toute chose, même si cet événement il est en virtuel, nous rejoignons cet appel de différents lieux à travers ce que nous appelons maintenant le Canada. Donc, je vous rejoins personnellement de Tiohtià:ke, ou communément connu sous le nom de Montréal, qui est un territoire qui a longtemps servi de lieu de rencontre et d'échange pour les peuples autochtones, y compris les nations Haudenosaunee et Anishinaabe. Par la présente, je tiens à honorer, reconnaître et respecter ces nations à titre de gardiennes traditionnelles des terres et de l'eau sur lesquelles je vous rejoins aujourd'hui. Et je tiens évidemment à les remercier pour leur hospitalité qui me permet de me joindre à vous dans de bonnes conditions. Euh, Tout d'abord, comme vous le savez, on organise pardon, ce panel dans le cadre des dialogues pour le climat, comme vous pouvez le voir, et on remercie nos commanditaires et les organismes partenaires des dialogues pour euh, leur soutien, et ce qui nous a vraiment permis d'organiser ce bel événement. Donc, les dialogues pour le climat, c'est 2 semaines de rencontres intersectorielles qui ont pour but évidemment de rehausser l'ambition climatique, de sensibiliser à l'environnement et aux négociations climatiques internationales et de mobiliser pardon, la société civile autour des COP. Vous pouvez accéder à l'ensemble de nos autres panels euh, dans, avec le lien qu'on va mettre dans le chat. Donc, n'hésitez pas à aller vous inscrire à d'autres panels. Je tiens à mentionner évidemment que cet événement est enregistré. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, n'hésitez pas, enfin, vous pouvez poser des questions dans le chat, mais peut-être que vous ne voudriez pas parler avec votre micro ouvert. Puis, au niveau de la participation du public, le chat est ouvert tout au long du panel, donc vous pouvez poser vos questions tout au long du panel sans problème. On va quand même privilégier une période de questions à la fin du panel, une fois que nos intervenantes auront terminé leur discussion. On aura environ 15 minutes. Puis là, n'hésitez pas à lever la main. Moi, je pourrais vous donner la parole, puis vous pourrez justement intervenir directement et parler directement à nos panélistes qui sont présents ici. Donc, sans plus tarder, bonjour à toutes et à tous. Merci encore d'être présente avec nous. Et je laisse la parole à Jean-Pierre Finet, qui sera notre animateur pour ce webinaire. Merci Jean-Pierre. Bonjour. Merci, Marie. Bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je me présente, je m'appelle Jean-Pierre Finet, je suis analyste et porte-parole du regroupement des organismes environnementaux en énergie. Et j'agirai en tant que modérateur aujourd'hui. Donc, c'est ça. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour discuter de transition juste. Nous allons commencer par présenter les panélistes ici présents. La première, Marie-Noëlle Foschini, est titulaire d'une maîtrise en administration publique et a complété des études en milieu naturel et en développement économique local et communautaire. Spécialiste des politiques publiques en environnement et en transition énergétique, elle a près de 20 ans d'expérience, dont 8 années comme conseillère politique en matière de lutte contre les changements climatiques pour l'aile parlementaire de Québec solidaire à l'Assemblée nationale du Québec. Elle poursuit aujourd'hui son engagement en coordonnant la coalition Sortons le gaz pour accélérer la décarbonation des bâtiments. Bonjour, Marie-Noëlle. Maintenant, Jonathan Michaud. Jonathan est candidat au doctorat en relations industrielles à l'Université de Montréal. Il complète actuellement une thèse sous la supervision de Mélanie Laroche sur les stratégies syndicales écologiques, notamment la notion de transition juste. Il a écrit des articles et participé à des conférences académiques et syndicales sur la question, ainsi que sur les travailleurs précaires et les enjeux de relations du travail dans le secteur public. Bonjour, Jonathan. Maintenant, Marie-Céline Rose. Marie-Céline est présidente de la section locale SEPB 463. SEPB, c'est les syndicats des Canadiens des employés et employés professionnels de bureau. Donc, SEPB 463 depuis janvier 2019. Elle est impliquée dans son syndicat depuis plus de 20 ans. La section locale comprend 3 unités, dont soit les employés de bureau de Gaz Métro Plus, les représentants et représentantes d'Énergir et les employés de bureau d'Énergir.
en tant que représentante des travailleurs et des travailleuses et travailleurs dans le domaine de l'énergie, plus spécifiquement le gaz naturel. Elle est nommée par le SEPB Québec afin de siéger au comité environnement de la FTQ. Elle participe à la mise en place d'un laboratoire de transition juste dans son milieu de travail. Une première rencontre a d'ailleurs eu lieu entre la direction d'énergie, la FTQ et le SEPB, et le Fonds de solidarité FTQ à l'automne 2020. Les impacts des changements climatiques et la transition énergétique sur les travailleuses et travailleurs, ainsi que toute la communauté, sont au cœur de leurs préoccupations. Bon, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à nos panélistes. Donc, on va débuter avec une question pour Jonathan. En ce qui concerne l'historique des concepts de transition juste. Donc, sans plus tarder, commençons la discussion. Donc, Jonathan, pourrais-tu nous faire un historique des concepts de transition juste, que ce soit au niveau international, national, provincial? Donc, nous parler des enjeux qui découlent des négociations internationales sur la transition juste, le programme de travail sur la transition juste qui sera négocié à la COP28, mais en quoi le concept de la transition juste est spécifiquement lié aux enjeux du travail. Et donc, d'où vient le concept de transition juste? En 5 minutes, s'il te plaît. Oui, je vais essayer de faire ça court. Faut parler Euh, vite, vite. c'est ça, j'ai écrit mes notes. Donc, oui, en fait, la première chose, c'est que le concept de transition juste est relativement récent en tant que concept. C'est dans les années 90 qui a été conceptualisé. Mais il y a un historique qui vient depuis plus longtemps derrière, à commencer par le fait que, évidemment, les travailleurs sont victimes en termes de santé des enjeux environnementaux. Donc, dès le 18e siècle, puis au Québec, on l'a vu à partir des années 50, où les travailleurs vivent des problèmes de santé en raison des pollutions chimiques, des pollutions industrielles dans les usines. Puis ensuite, dans leurs conditions de vie, notamment au Québec, ce qu'on a vu à Arvida, qui est une ville de compagnie, où les conditions de travail des travailleurs dans les usines s'étendent jusqu'à leurs conditions de vie avec leur famille, donc parce qu'ils vivent près des usines. Au Québec, ça a amené à des luttes. Donc, à Arvida, où on a demandé au maire, en fait, de reprendre ces enjeux-là puis de les porter. Et c'est une forme de déresponsabilisation de la part des syndicats pour responsabiliser les politiques. Depuis qu'il y a les sommets internationaux sur le climat, donc vers les années 60-70, l'approche a un peu changé, l'approche de l'environnement, puis la manière dont les syndicats intègrent ces enjeux environnementaux-là est passée à une approche axée sur le climat, donc une approche planétaire, globale, qui est axée notamment sur le principe de transition dans l'économie, donc de créer des emplois ou de perdre des emplois dans des secteurs économiques. Au Canada, c'est surtout dans le secteur de l'uranium, qu'on a vu apparaître ce concept-là par des craintes de perte d'emploi face à la diminution des mines d'uranium. Ça a été porté par les métallos. Donc dans les années 90, puis ensuite par les travailleurs, les TCA de l'automobile, les travailleurs canadiens de l'automobile, qui ont éventuellement fusionné avec le Syndicat canadien des communications d'énergie et du papier en 2013 pour donner Unifor, où ces mêmes craintes d'emploi-là se sont manifestées dans le secteur de l'automobile. Puis leur manière d'adresser la question, ça a été de dire on va créer des emplois verts. Donc, ils ont poussé pour créer des emplois verts dans des secteurs qui seraient plutôt des secteurs d'avenir, des emplois d'avenir. Ça les a aussi amenés à faire des ententes avec des entreprises qui sont antisyndicales, comme Honda, ou qui donnent des mauvaises conditions de travail, comme Magna et Ford dans le sud de l'Ontario. Puis dans ce même contexte-là, aux États-Unis est apparu le concept de transition juste. Il est apparu avec Tony Mazzocchi du Oil Chemical and Atomic Workers International Union comme une forme de super-fonds de compensation pour les travailleurs qui serait créé à l'instar des super-fonds pour les entreprises pour la dépollution ou le GI Bill qui était pour les vétérans américains. Donc, créer des politiques publiques de reformation, de développement des compétences. Donc, ajouter à la notion de créer des emplois verts, aussi une notion que ces emplois verts soient des emplois qui soient décents, donc permettre aux travailleurs de disposer d'une sécurité d'emploi, de rémunération équivalente à ce qu'ils avaient, et ça même pendant la période de reconversion.
C'est une approche qu'on a vu exister dans le monde en Allemagne, dans la vallée de la Ruhr, où il y a eu une transition hors du secteur du charbon. Puis les travailleurs ont eu droit à une autre forme de reconversion qui a eu un taux de réussite de près 80%. Puis aujourd'hui, les travailleurs sont pas mal tous relocalisés dans d'autres secteurs, là où les mines ont fermé en 2018. Par contre, c'est une approche aussi qui a mené à ce qu'on dévitalise la région parce que c'était très axé sur les travailleurs. Puis aujourd'hui, la région de la Ruhr, qui a à un moment été une région très riche par l'exploitation du charbon, est la région la plus pauvre d'Allemagne. Donc, c'est ajouté à ce moment-ci, d'abord la perspective qu'il fallait un dialogue social. Les travailleurs ont travaillé dans la région dans la vallée de la Ruhr, avec les entreprises, avec les communautés, avec les gouvernements locaux, mais ils n'ont pas réussi à faire une transition qui revitalise la région. Ce type de transition juste-là, complète, où on a à la fois des programmes sociaux qui ont été créés pour les travailleurs, mais aussi pour revitaliser la région. On l'a vu en Australie, dans la vallée Latrobe, puis dans la région Illawarra, où aussi on était dans des secteurs du charbon, mais il y a eu une forme d'anticipation. Là où en Allemagne, on a réagi à des fermetures, le gouvernement annonçait pour atteindre les cibles de diminuer, de fermer les installations. En Allemagne, on a pris à bras-le-corps, on a créé des institutions préalables, puis au moment où la transition a dû avoir lieu, on avait des outils pour pouvoir réagir. Donc, au final, maintenant, puis c'est ce qui est derrière les principes à la COP, on intègre la nécessité dans la transition juste, dans les programmes de transition juste, d'avoir à la fois des objectifs d'adaptation ou d'atténuation des changements climatiques, donc participer à la discussion sur l'avenir de l'économie verte, par exemple, mais aussi des emplois verts, la nécessité d'avoir des emplois verts, la nécessité d'avoir des institutions de dialogue social, puis d'inclure les communautés en fonction de ce qui existe dans les différentes régions. Pour les COP, c'est arrivé à partir de 2006 où la Confédération syndicale internationale a commencé à revendiquer aux COP d'avoir l'intégration du concept de transition juste. À partir de la COP 21, c'est devenu effectif. Donc, dans le préambule de l'accord de Paris, il y a la mention qu'il doit y avoir une transition juste de la population active, en anglais workforce, qui est peut-être plus évocateur de l'idée que ça vient des syndicats et que c'est pour les travailleurs. Puis, il y a eu aussi les principes directeurs pour une transition juste vers des économies et des sociétés écologiquement durables pour tous, à la même COP, issu de la même COP en 2021, la COP 21 en 2015, pardon, à Paris. Puis, l'année dernière, il y a eu la création du programme de travail sur la transition juste, qui a été introduit par la Commission européenne avec la Convention cadre des Nations unies et l'OIT et les organisations d'employeurs et la Confédération syndicale internationale. Puis cette année, l'objectif était de donner des outils, des moyens à ce programme de travail sur la transition juste pour atteindre les objectifs. Les syndicats avaient des objectifs de ce qui devait être contenu, les types de mécanismes de dialogue social, un droit à la protection sociale, des mécanismes de suivi, par exemple, qui en feraient partie. Puis, on a appris donc dans la séance de débriefage de ce midi que le texte a été envoyé là, pour être traité au niveau ministériel avec certaines modifications qui venaient des pays du Sud. Sur le fait qu'il fallait élargir à des questions qui sont incluses dans les objectifs de développement durable, dont l'éradication de la pauvreté et certaines notions qui éloignent un peu le concept de celui de transition juste provenant des syndicats pour les travailleurs. Donc, on verra concrètement ce qui va sortir de ces négociations-là au niveau ministériel. Merci, Jonathan. Avant qu'on passe au prochain thème, écoute, juste un commentaire. Je me rends compte que c'est surtout du point de vue des travailleurs, la transition juste, mais est-ce que ça inclut aussi les groupes de la clientèle à faible revenu, par exemple, les ménages à faible revenu et tout ça, ou c'est surtout du point de vue du travail? Ben, dans son origine, ça vient du travail. Éventuellement, ça s'est élargi en étant intégré euh, euh, à la COP, mais à la base, c'est mené par Hmm. l'OIT. C'est dans la Hmm. logique tripartite
les Ouais. travailleurs. Mais de toute façon, ça a toujours été des préoccupations des syndicats, l'ensemble des préoccupations communautaires, justement, de minimum de revenus et tout. Ben, merci beaucoup, c'est très intéressant. On apprend beaucoup. Pour la prochaine question, ça va s'adresser à chacun des membres du panel. Donc, pouvez-vous nous faire chacun et chacune un état des lieux de la transition dans vos secteurs? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous et comment ça affecte vos secteurs? En commençant par Marie-Noëlle Foschini. Merci, merci Jean-Pierre. En fait, mais pour faire un peu l'état de la situation, tu sais, au niveau environnemental, de la transition juste, je pense que ça vaut la peine de faire un petit pas de côté pour regarder un petit peu comment ça a évolué dans l'historique. Parce que si on pense à il y a, mettons, une dizaine d'années, un peu plus qu'une dizaine d'années, habituellement, quand on retrouvait les environnementalistes et les syndicats dans un même article de presse, habituellement, c'est parce qu'on était en opposition. On peut penser à la foresterie, notamment. C'est vers à peu près 2014-2015 qu'il a commencé à y avoir un rapprochement entre les syndicats et les groupes en environnement en voyant qu'on avait nécessité, en fait, de travailler, de marcher côte à côte puis d'établir un dialogue. Donc, en 2015, il y a notamment eu le forum Action Climat qui était organisé par plusieurs groupes en environnement, des groupes syndicaux, dont notamment la FTQ, Greenpeace, et qui portait sur la justice climatique et la transition juste. Donc, essayer de voir comment est-ce que les groupes pouvaient travailler davantage ensemble. À la fin de ce forum-là, il y a eu comme une petite mise au défi là, amicale, puis Greenpeace a mis au défi la FTQ de parler davantage de justice climatique et la FTQ a mis un peu au défi Greenpeace de parler davantage de transition juste. En 2015, c'est aussi l'année où, au Québec, il y a eu une grande coalition de groupes qui s'est formée, le Front commun pour la transition énergétique, qui rassemblait des acteurs de différents milieux de la société civile au Québec, que ce soit les groupes environnementaux, les groupes citoyens, les organismes communautaires, les syndicats. Au début, c'était une soixantaine d'organisations. Aujourd'hui, ils sont 80 organisations. Puis les grandes centrales syndicales du Québec s'y retrouvent, notamment la FTQ, la CSQ, la CSN, la FIC, la FAE. Donc, tout le monde est là. Un des travaux majeurs qui a été fait par le Front commun, ça a été d'établir une feuille de route, la feuille de route Québec-Zen. Une feuille de route qui a été longue à établir, on comprend, mais qui a nécessité beaucoup de dialogue pour regarder comment est-ce que les groupes pouvaient se rejoindre dans une feuille de route qui viendrait un petit peu dicter secteur par secteur qu'est-ce qu'il fallait faire au Québec pour mener à terme une transition énergétique qui prendrait compte à la fois de la justice climatique et aussi de la transition juste. Donc, si vous ne connaissez pas là, cette feuille de route, je vous invite à aller la consulter en ligne. Ensuite, en 2018, il y a aussi eu le premier sommet sur la transition énergétique juste, qui était l'idée par la FTQ, une initiative de la FTQ, mais qui était aussi faite en partenariat avec la CSN, avec la Fondation David Suzuki, avec Greenpeace. Et tout le monde était là dans la salle, donc les politiques, les finances, les entreprises, les organismes, pour essayer de voir comment est-ce qu'on pouvait faire progresser l'agenda de la transition juste au Québec. Puis, il y a eu plusieurs grands consensus qui ont sorti de ce sommet-là, dont l'importance de maintenir un dialogue entre les différents partis, mais aussi le besoin d'avoir un chef d'orchestre pour permettre à tout le monde d'avancer ensemble dans la même direction. Et le chef d'orchestre qui était pointé du doigt par tous les acteurs, c'était le gouvernement. On a besoin que le gouvernement du Québec joue son rôle de chef d'orchestre pour que cette transition juste-là progresse pas basée seulement sur des initiatives volontaires à gauche puis à droite, mais vraiment de façon coordonnée. Plusieurs années plus tard, je vous dirais qu'on est encore à la recherche d'un chef d'orchestre, mais bon, peut-être qu'on pourra en reparler après. Donc, il y a un consensus qui se fait autant du côté des groupes en environnement, mais aussi des groupes, des syndicats.
on prend conscience d'une espèce d'interdépendance entre un et l'autre. Hein. Il y a une fameuse phrase dans les milieux syndicaux qui dit « pas d'emploi sur une planète morte ». La transition énergétique, elle n'est pas remise en question par les syndicats, c'est inévitable, on le sait qu'on y va, puis les travailleurs veulent faire partie. Hein, ils savent que ça va se faire avec ou sans eux. Fait qu'ils préfèrent, hein, il faut la transition juste, c'est ça, c'est faire partie des décisions, être partie prenante. Et de notre côté, du côté environnemental, il y a aussi une prise de conscience qu'on ne pourra pas aller de l'avant avec un agenda de la transition énergétique sans l'appui des travailleurs et des travailleuses, parce que sinon, on va se retrouver dans des situations de blocage. Hein, on a vu, par exemple, les gilets jaunes en France, comment est-ce que c'est venu bloquer. Donc, il faut qu'on travaille ensemble. Là, ça a l'air d'être bien beau, tout le monde s'accorde, tout le monde est d'accord de part et d'autre, transition énergétique, transition juste. Là où je pense que dans l'état des lieux, il faut faire un constat, c'est que si les leaders des différents mouvements, que ce soit environnementaux, syndicaux, s'entendent sur cette situation-là, quand on descend dans les différentes organisations, dans les structures, quand on descend jusqu'aux travailleurs, travailleuses qui sont sur le terrain dans leur entreprise, quand on descend aussi dans le milieu environnemental, jusqu'aux militants, aux militantes qui sont engagés dans une cause, là, je pense que les concepts n'ont pas descendu jusqu'en bas. Et quand on se retrouve à l'échelle des acteurs qui sont justement directement concernés, en premier lieu, travailleurs, travailleuses, militants, militantes, c'est là qu'on se retrouve encore au niveau, avec raison, au niveau plus émotif. C'est les personnes qui sont directement impliquées. Et c'est là que tout le travail préalable qui a été fait depuis 10 ans entre les leaders de ces mouvements-là, bien, il y a comme du retard qui a été pris, puis il y a besoin d'un plus grand dialogue directement sur le terrain entre les principaux concernés. En conclusion. En conclusion. Donc, ben, tu sais, à la coalition, sortons le gaz, ben, nous, on adresse le gaz dans les bâtiments, donc la décarbonation. On ne peut pas faire fi de l'éléphant dans la pièce, c'est-à-dire le plus grand distributeur de gaz au Québec, Énergir. Mais je suis certain que dans le quotidien, tu sais, au niveau des travailleurs, travailleuses, il y aurait plus de travail à faire en commun pour arriver pas dans une logique de confrontation. Fait que, bref, les portes sont ouvertes de part et d'autre, mais je pense qu'il y a encore du fine-tuning à faire, excusez pour l'anglicisme, pour venir s'assurer qu'au day-to-day, encore un autre, on travaille un petit peu plus main dans la main. Désolée. Yes, ma'am. Merci beaucoup, Marie-Noëlle. Ben, sur cette note, justement, ça fait une bonne note pour transiter vers Marie-Céline. Et ben, vas-y, Marie-Céline, peux-tu nous dire ce que ça représente dans ton secteur à toi? Oui. Ben, bonjour tout le monde. Ben oui, effectivement, tu sais, on est préoccupé par la crise climatique. On sait qu'on doit poursuivre la transition énergétique, puis je dis pas l'entamer, là, parce qu'elle est là, la transition. On est dedans. Puis, dans le passé, on a déjà ressenti là, que des gens, bon, probablement par un mécanisme d'autodéfense, étaient dans le déni. C'est plus vraiment le cas maintenant, là. Tout le monde est en pleine conscience des défis qu'on a. Dans notre section locale, là, on participe au COP depuis 2015. Avant, c'était mon prédécesseur. Je suis allée en 2019. Bon, cette année, c'est une jeune femme de mon exécutif pleine de vigueur et d'enthousiasme là, parce que c'est vraiment demandant, ces événements-là, pour les participants. Puis j'espère vraiment là, qu'elle apprécie son expérience puis qu'elle va vouloir y retourner. Même si aujourd'hui, là, je suis avec vous pour parler vraiment de mon expérience dans mon milieu de travail de façon vraiment micro, là. Mais tu sais, on le sait que la crise climatique, la transition énergétique, c'est avant tout des enjeux planétaires. On ne peut pas passer à côté. On ne peut pas faire des actions en vase clos sans s'intéresser à ce qui se passe autour de nous. De un, mondialement avec les COP, ben, au niveau canadien, avec le Congrès du travail du Canada, avec les journées de lobbying, au Québec aussi, avec les journées de lobbying.
avec la FTQ, bon, au comité environnement, aussi avec notre organisation syndicale, là, qui est le SEPB Québec, syndicat des employés professionnels et de bureaux. Mais plus spécifiquement dans notre milieu de travail, en 2020, on a créé, c'était en collaboration avec la FTQ, un comité paritaire sur la transition énergétique juste avec l'employeur. Puis on voudrait éventuellement inclure l'autre syndicat qui représente les employés col bleu, là, appelés à l'heure chez nous, pour continuer le travail. Bon, le défi est grand pour nous. Il ne s'agit pas juste de décarboner notre milieu de travail, mais bien une grande partie de la province. Dans ce comité-là, ben, ça nous permet de comprendre un peu, tu sais, ce que la stratégie de décarbonation de notre entreprise va créer comme impact sur les travailleurs, les travailleuses, comment on va pouvoir être inclus dans la transformation, puis ça va être quoi les besoins dans l'avenir. Puis on a voulu ouvrir ce dialogue-là parce que, justement, ben, on veut faire partie de la solution. On ne veut pas être les laissés pour compte de la transition. C'est tout pour moi. Je disais que j'avais fermé mon micro en relais. Mais merci beaucoup, Marie-Céline. Euh, Très intéressant. Jonathan, c'est à ton tour. Tu as 7 minutes. Ouais, moi, j'ai pas de secteur, mais dans ma tête, je m'intéresse au secteur de la métallurgie, mais j'ai pensé plutôt prendre un pas de recul en général parce qu'il y a des initiatives qui sont utilisées par les organisations syndicales pour porter la transition juste. Dans les institutions gouvernementales, il y en a certaines là, qui ont été constituées par le gouvernement fédéral, comme le groupe de travail sur la transition équitable pour les collectivités et les travailleurs des centrales au charbon canadiennes, donc dans le secteur du charbon, qui était un groupe de travail, donc surtout pour discuter, essayer de savoir c'est quoi les problématiques. Il y a eu une analyse dans chacune des provinces où il y a des centrales au charbon, ce qui exclut donc le Québec, mais ça, c'était en 2019. Puis ils ont fait des propositions sur quels sont les programmes qui pourraient exister. Mais concrètement, au Québec, ce qu'on a comme institutions qui sont utilisées, c'est la Commission des partenaires du marché du travail qui fait des recherches, qui travaille avec des chercheurs académiques, notamment pour les compétences vertes. Dans les CSMO, les comités sectoriels de main-d'œuvre aussi, on développe les compétences de l'avenir qui sont spécifiques à chacun des secteurs. C'est évidemment pas tous les secteurs qui ont intégré les notions de compétences vertes à ce stade, mais dans le secteur, il y a eu pendant la pandémie, puis ça a été porté après. Dans le secteur manufacturier, il n'y a pas de comité sectoriel spécifique au secteur manufacturier, mais on a retrouvé celui de la métallurgie, du textile, de l'aérospatial, du caoutchouc, qui se sont regroupés ensemble pour tenir un moment de discussion. Il y avait des chercheurs, il y avait des représentants des secteurs. Donc, comme c'est des institutions tripartites, on avait des représentants des employeurs, du gouvernement et des syndicats. Puis, il y avait des chercheurs, notamment liés au Centre de recherche du CRIMT, Grégoire Meury, Mathieu Dupuis, qui ont repris après le projet pour essayer de savoir quelles sont les compétences que recherchent donc, les employeurs éventuellement pour être en mesure de faire la transition juste, puis quels sont les programmes qu'on aurait besoin pour former ces travailleurs-là aux compétences de l'avenir. Dans les comités sectoriels, il y a aussi Envirocompétences là, qui est sur spécifiquement les entreprises en environnement, donc qui s'intéresse à cette question-là. Comme on est déjà dans l'environnement, évidemment, ça fait partie de leur logique. Puis il y a d'autres instances gouvernementales qui pourraient s'y intéresser puis qui ne le font pas, comme le comité consultatif du travail et de la main-d'œuvre, qui s'intéresse à d'autres questions sur les compétences de l'avenir aussi, mais pas sur les compétences vertes. Puis au fédéral, on a le projet de loi là, qui va être discuté demain à la Chambre des communes sur simplement la loi canadienne sur les emplois durables. Et encore une fois, le titre est très, très long pour dire
peu de choses, emploi durable, et qui est un cas assez intéressant aussi, là, peut-être si je peux faire un parallèle avec la complexité de la notion de transition juste. C'est une notion qui fonctionne bien au Québec, qu'on intègre encore, ce qu'elle porte de positif au Québec. Mais dans le reste du Canada, cette loi-là, le projet de loi C-50, s'appelait au début, c'est un projet de loi sur la transition juste, puis il a changé de nom. Parce que dans le Canada anglais, surtout dans les prairies, là, où il y a les exploitations d'énergie fossile, c'est devenu un terme qui est toxique, un terme qui dit seulement aux travailleurs perte d'emploi. Ce que les travailleurs, ça a été porté par les gouvernements conservateurs, comme celui-là encore maintenant dans les prairies pendant très longtemps. Puis le terme a été, ils ont maintenu constamment que transition juste voulait dire perte d'emploi. Transition juste, c'est vous amener dans des mauvais emplois parce que vous allez perdre vos bons emplois dans le secteur des sables bitumineux pour aller vers des mauvais emplois avec peu de sécurité dans les énergies renouvelables. Puis on leur rappelait toujours ça. C'est ce qui va C'est arriver. encore le cas aujourd'hui? Ben, encore plus maintenant pour le Manitoba, mais pour l'Alberta, Ah donc, ouais, et d'ailleurs, je crois que c'est l'Alberta là, qui est parti avec une délégation à la COP ouais. d'une trentaine de lobbyistes pétroliers. Donc, le discours, en tout cas, a pris chez ces travailleurs-là. Puis dans les syndicats, ce qu'on entend, c'est qu'ils ne peuvent pas utiliser dans le Canada anglais le terme de transition juste parce qu'ils se font tout de suite dire non, non, nous, on ne veut pas en entendre parler, c'est des pertes d'emploi. Donc, ils utilisent des voies alternatives comme les emplois durables. Ça revient au même. On s'entend que le contenu qu'ils revendiquent n'a pas changé. Ils n'ont jamais revendiqué des pertes d'emploi pures et dures pour les travailleurs. Donc, il y a ça. Puis l'autre chose, Marie-Céline en a parlé sur le cas de Énergia, c'est qu'il y a une manière de le faire au niveau local dans les conventions collectives. Ça fonctionne moyennement parce que, évidemment, une convention collective, ce n'est pas seulement le produit d'une revendication syndicale, c'est une revendication, c'est des intérêts patronaux et syndicaux ensemble. Il y a un début de quelque chose qui ressemble à des comités environnement. On peut utiliser les clauses qui existaient préalablement sur les changements technologiques pour pousser que dans les changements qui seraient faits dans les entreprises, notamment industrielles, où on va chercher des technologies moins consommatrices en énergie, par exemple, ou qui émettent moins de gaz à effet de serre ou qui font moins de pollution industrielle, qu'on puisse s'assurer de maintenir les emplois. Puis il y a des revendications qui se font là, sur, par exemple, le droit de refus, le droit de refuser de travailler si on pense que le travail qu'on va faire pourrait mener à une augmentation des gaz à effet de serre ou à accentuer la crise environnementale. Mais ça reste plutôt dans le domaine du théorique là, à ce stade. Mais il y a des réflexions dans les organisations syndicales sur comment ça se manifeste là, concrètement dans les conventions collectives, parce que c'est possible, c'est essentiel. Que ça le fasse, que ça soit transposé dans les conventions collectives. Est-ce que d'après toi, ça implique nécessairement la transformation du modèle d'affaires de l'entreprise? Ben, si on prend un point de vue global, je pense que nécessairement, on va devoir éventuellement se poser plus de questions que juste une réforme. Je suis parmi ceux qui croient qu'il faut changer notre modèle industriel en général, mais il y a différentes étapes, dont certaines qui ne remettent pas en cause concrètement l'existence des entreprises, par exemple le droit de propriété ou ces éléments-là, qui vont dans une forme de décroissance qui se fait avec les entreprises. Merci beaucoup. OK, bon, on va passer à la prochaine question, qui s'adresse encore aux trois panélistes. En ce qui a trait aux pressions et tensions, quelles sont les pressions ou les éléments de tension qui découlent de la transition juste, selon vous? Donc, quels sont les enjeux liés à la transition énergétique et comment cela peut affecter votre entreprise, vos travailleurs, les travailleuses, en commençant par Marie-Noël? Merci. Avant de rentrer dans la question, je voulais juste faire une petite réaction rapide là, de dire, je pense que trop souvent, on pense à la transition juste
juste concernant les secteurs d'emploi, en se disant là, qui sont, par exemple, le charbon, le pétrole et compagnie, mais techniquement, si on instaurait une vraie loi sur la transition juste, tous les secteurs d'emploi seraient touchés parce que tous les secteurs ont des ajustements à faire avec la transition et on viendrait par le fait même beaucoup moins stigmatiser les secteurs d'emploi qui sont vraiment plus dépendants des énergies fossiles. Fait que je pense qu'il y a vraiment un besoin qu'on continue à en parler largement pour rendre ça plus acceptable pour tous puis pour réduire la stigmatisation. Mais bon, si je reviens au sujet sur les tensions, je pense que ce qui est important... ce qui nous met vraiment ce qui augmente la tension, que ce soit pour la transition énergétique ou la transition juste, c'est qu'on se retrouve dans une situation présentement où les actions qu'on doit mener pour effectuer la transition énergétique sont année après année plus intenses. Chaque nouveau rapport qui sort nous fait voir qu'on est dans une situation de plus en plus urgente. Et donc, on n'est plus dans une situation où on se dit qu'il faut adopter certaines mesures, certaines politiques publiques. On est carrément rendu dans une transformation profonde de nos sociétés. Et cette transformation profonde de nos sociétés doit avoir lieu dans une fenêtre qui est de plus en plus petite. Donc, le temps pour agir est en train en fait, rapetisse à chaque année. On a de moins en moins de temps pour le faire. Et on se retrouve dans cette situation-là parce que les gouvernements n'ont pas agi à temps. Et ça, c'est vrai pour le gouvernement du Québec, c'est vrai pour le Canada, mais c'est malheureusement vrai pour la plupart des États sur la planète. Et si les États avaient commencé à agir au moment où ils ont commencé à prendre des engagements internationaux puis des engagements domestiques, on aurait pu se permettre d'avoir une transition douce, d'avoir une transition beaucoup plus progressive et d'être moins placé en position de choc, en position d'action rapide. Malheureusement, le précieux temps qu'on avait pour cette transition douce-là est maintenant disparu et on est placé devant une situation qu'on doit faire une transformation profonde de nos sociétés. Pour nous, au Québec, c'est sur un agenda de 16 ans. Parce qu'on doit atteindre la carboneutralité le plus proche possible de 2040. C'est ce qui est maintenant établi. Donc, les économies avancées, comme le Québec, comme le Canada, on doit viser 2040 pour permettre aux économies qui sont moins développées et qui subissent plus les impacts des changements climatiques, qui ont moins de moyens pour faire leur transition et qui ont moins de responsabilités historiques sur les changements climatiques, de pouvoir avoir 10 ans de plus, donc de pouvoir faire leur transition jusqu'en 2050. Donc, 16 ans, je ne sais pas si vous le savez, là, mais ça a pris 13 ans à faire le SRB puis 9. Là. Fait que ça nous a pris 13 ans à faire un SRB, puis là, on a 16 ans pour faire une transformation profonde de tous nos systèmes du Québec. Donc, on a un agenda serré, c'est le moins qu'on puisse dire. On est de plus en plus dans l'urgence et on n'a plus le temps. On n'a plus le temps d'y aller de façon étapiste. Il faut dès maintenant choisir la bonne solution pour les différents secteurs, la solution qui est compatible avec la carboneutralité. Et c'est d'autant plus vrai quand on est dans un secteur qui nécessite des infrastructures puis des équipements parce que ceux-ci ont une durée de vie qui les amène dépasser 2040. Si on amène dans le secteur des bâtiments, l'Agence internationale de l'énergie dit qu'à partir de 2025, on ne peut plus installer de nouveaux systèmes de chauffage au gaz. Ça, c'est pas comme la solution des environnementalistes, c'est juste comme la science climatique qui nous dit qu'on doit s'accorder avec cette science-là et on doit sortir le gaz dans des bâtiments et ce, à partir de 2025 pour les nouveaux systèmes pour pouvoir ensuite, entre 2025 et 2040, remplacer progressivement les systèmes existants au fur et à mesure qu'ils vont arriver en fin de vie. Donc, c'est sûr que quand on arrive dans une position où les gouvernements ou les distributeurs d'énergie, que ce soit Énergir, que ce soit Hydro-Québec, arrivent avec une solution qui n'est pas compatible avec la science climatique,
n'est pas compatible avec l'agenda qu'on a devant nous, bien, les environnementalistes, on ne peut pas leur dire bien, c'est un beau pas dans la bonne direction, puis on va faire mieux dans 10 ans. Et on n'a pas le choix de venir dire bien, ça ne fonctionne pas, il y a un effet verrou, ça ne nous amène pas à la bonne place. Et là, les travailleurs se retrouvent un peu pris au piège entre un plan de transition qui est décidé par l'employeur. Les travailleurs, travailleuses ne sont pas tous des experts de la transition énergétique puis des experts en environnement. Donc, ils se retrouvent avec un plan de transition qui est décidé par l'employeur. Puis après ça, ils se disent, bon, c'est comme ça qu'on va sauver nos emplois. Et là, on arrive dans l'espace public, puis les environnementalistes, on arrive, puis on casse le plan, puis on dit, c'est pas bon, c'est pas ça qu'on doit faire. Donc, c'est sûr qu'il y a une espèce de tension qui est mise là entre la science climatique, les revendications environnementalistes, les plans qui sont déterminés par les entreprises, les gouvernements, puis les travailleurs qui se retrouvent un petit peu coincés dans tout ça à essayer de trouver c'est quoi le bon chemin à suivre là-dedans. Voilà, je vais m'arrêter ici. Ben, merci. Est-ce que Marie-Céline, tu voudrais rajouter quelque chose à ça? Ben, oui, je veux parler de la pression, en fait, des principaux enjeux pour les travailleurs, les travailleuses. Puis au risque de me répéter, on est conscient là, qu'il y a urgence d'agir. Puis même si ça doit se faire rapidement, ça doit se faire correctement. Euh, on, ce qu'on veut pas, c'est perdre nos emplois, perdre nos conditions de travail non plus. Si les employés ont choisi Énergir, là, c'est avant tout pour les bonnes conditions de travail. C'est pas parce qu'il y avait envie de produire des GES. Là. Il y a personne qui se lève le matin pour ça. Là. Puis, si on a des bonnes conditions de travail, ben c'est grâce à des luttes syndicales puis des négociations avec l'employeur qu'on a menées depuis 65 ans. C'est des luttes puis des négos qui nous ont permis de créer une justice puis une équité pour les travailleurs, les travailleuses. On veut pas perdre ça. C'est sûr que, quand Jonathan parlait tantôt de changer notre modèle industriel, ben, il y aurait peut-être quelque chose à faire là aussi. Il y a le modèle syndical qu'il faudrait peut-être changer parce que on est pris avec une accréditation qui est liée à un employeur, puis à des métiers spécifiés dans l'accréditation. Mais pour le moment, les normes du travail, elles existent, mais elles sont insuffisantes là, pour nous protéger puis nous assurer un travail décent. C'est sûr que nous, on souhaite faire cette transition-là avec notre employeur dans l'état des lieux actuel. Là. Sinon, le syndicat va s'affaiblir de plus en plus. Tranquillement, les gens vont perdre leur emploi. Les conditions de travail vont diminuer pour ceux qui restent. Puis une fois que l'entreprise va s'être renouvelée, parce que, tu sais, ça peut arriver, là. Même si à la FTQ, on prône que ben là, je m'écarte un petit peu, mais tu sais, l'entreprise, une fois renouvelée, ben, elle peut engager du personnel à moindre coût, avec des moins bonnes conditions de travail, moins d'ancienneté, donc moins de droits. Puis c'est nous qu'on va être les principaux perdants. Tu sais. Dans un scénario catastrophe, ben là, c'est notre employeur qui ferme complètement. Ben là, c'est la disparition du syndicat, des pertes d'emploi massives, directes et indirectes. Fait que là, on se retrouve avec plus de pauvreté, plus d'inégalités, parce que ça va affecter toute la communauté, là, pas juste les travailleurs. Puis, des gens qui doivent recommencer à zéro, là, même si ils se retrouvent des emplois, ben, ils n'ont plus les mêmes conditions ni les mêmes droits. Les grands perdants, ben, c'est les travailleurs, par le fait même, là, les travailleurs, les travailleuses, et les communautés. Fait que, tu sais, je vous laisse déduire un peu qui en ressort gagnant, là, mais Ah c'est oui. certainement pas la planète parce que
les solutions vertes coûtent cher, puis en créant de la pauvreté, ben, on ne pourra pas les appliquer, ces solutions-là, tu sais. Ouais. Fait qu'en conclusion, si, tu sais, si la solution passe vraiment par une décroissance, ben, il va falloir s'assurer qu'on ne crée pas plus d'inégalités, puis qu'on ne va pas laisser personne derrière. Que les travailleurs, les travailleuses qui sont dans le domaine des énergies fossiles ou dans les industries qui nécessitent l'utilisation des énergies fossiles, puis les communautés qui vont être touchées, ben, qui soient pris en considération. Très intéressant. Bon, et une couple de points que tu as mentionnés, entre autres, ben, le fait que les employés soient attachés à une entreprise, puis avec le syndicat, puis qu'ils ne puissent pas nécessairement être, il n'y a pas de transversalité, ça c'est intéressant parce que j'ai un copain qui est électricien, puis lui, il voit, c'est le syndicat qui le place à gauche, à droite, et ça, en tout cas, c'est ce que ça m'a fait penser quand tu as évoqué ça. D'autre part, ben, je me dis aussi, ça ne doit pas être drôle nécessairement chez Énergir quand on entend là, tout ce qui se passe avec les... Bon, il y a plusieurs municipalités qui veulent justement bannir le gaz. Énergir qui essaie de passer du GNR dans la nouvelle construction, mais la solution n'est pas nécessairement acceptée par les acteurs dans le marché. En tout cas, donc, je me dis, est-ce que vous avez aussi des discussions avec votre employeur à ce sujet-là, au sujet des solutions puis l'avenir, puis j'imagine que ça doit se parler un peu à l'interne aussi, là. Est-ce que tu m'entends? Oui, excuse-moi. Ah, c'est bon. Ben, tu sais, c'est sûr qu'à l'interne, on a des discussions, puis on en parle, mais comme tu sais, le disait Marie-Noël tantôt, tu sais, c'est des solutions qui nous sont présentées et on n'est pas C'est ça. des experts en énergie. On, on, on veut faire confiance à notre employeur dans tout ça, là, c'est Ouais. certain. Merci beaucoup. Jonathan, tu as quelques minutes aussi pour en rajouter, si tu veux, ton grain de sel. Oui, oui, ben la discussion, je trouve intéressante. Je vais laisser Ben oui, côté moi aussi. on va partir là-dessus. Non, mais parce qu'il y a un élément, c'est clair que je pense que l'urgence climatique est relativement comprise, mais la responsabilisation de dire c'est mon emploi, c'est moi qui est responsable aussi, celle-là est plus compliquée. Puis surtout, identifier c'est quoi, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement. C'est ça, je crois, qui est très compliqué dans les milieux syndicaux là, moi, avec lesquels je discute, c'est qu'ils savent qu'il y a une réalité climatique, qu'il y a une réalité dans laquelle peut-être dans 10, 20 ans, ils ne pourront plus faire le travail qu'ils font, mais ils ne voient pas qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour outrepasser cette problématique-là, parce que comme Marie-Céline le dit, ça fait 100 ans qu'on a construit un modèle de syndicalisme, un modèle industriel qui est construit sur l'idée que le gouvernement met des trucs en place grosso modo, puis on laisse au marché la responsabilité de s'organiser, puis les travailleurs, ils vont pouvoir aller grappiller quelques petites miettes par-ci, par-là, mais ils sont liés à un employeur individuel. Donc, si on dit ben, votre employeur est problématique en soi, ça veut dire que vous devez vous trouver un autre emploi. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas tant de mécanismes de politique publique pour ça. Puis, il y a un autre élément là, je crois qu'il y a certains travailleurs peut-être qui sont conscients de l'urgence climatique, mais qui sentent une forme de stigmatisation. Je pense notamment à ce que ben, c'est Pierre Serré là, qui l'a rapporté, mais dans les milieux syndicaux, on en parlait depuis à la Fonderie Horn. Au départ, le syndicat était d'accord avec l'idée qu'il fallait revoir la manière dont on permettait à la fonderie d'émettre plus que les taux, les seuils acceptables, parce que ça affecte la santé des travailleurs, parce que c'est eux qui vivent là-bas aussi. Donc, nécessairement, ils sont d'accord. Le problème qui est arrivé, c'est qu'à un moment, il y a eu des groupes écologistes qui sont présentés devant les travailleurs, puis les ont stigmatisés, les ont accusés personnellement d'être responsables de ces taux d'émission-là, de ne pas faire assez, etc. Puis il y a eu une forme, ils se sont braqués, clairement. Puis au point de militer contre la députée de Québec solidaire qui a été sortie notamment parce qu'elle avait une position qui était vue comme trop stricte, trop ferme sur leurs revendications individuelles.
Puis moi, ça, c'est un cas qui a été médiatisé. Donc, c'est clair qu'à ce moment-ci, les tensions là, apparaissent clairement. Mais moi, c'est des choses que j'entends dans les milieux syndicaux quand on les étudie. Tous les syndicats, aujourd'hui, ont des revendications, ont des rapports qu'ils publient ou des positions en assemblée, en congrès pour la transition juste, une forme de transition écologique, certains programmes même précis, mais au moment où la nécessité de la transition arrive dans leur milieu de travail, on ne leur offre pas les outils, donc tout de suite, ben, ils vont aller contre les positions qui ont été prises en congrès, alors même qu'eux ont pu voter pour la position. Il y a ce problème-là, c'est de qu'est-ce qu'on fait, et j'entends beaucoup des discussions sur la nécessité d'avoir des politiques industrielles, d'avoir des vraies politiques industrielles comme c'est le cas dans certains pays européens où les syndicats sont partie prenante des décisions sur ce que va être l'avenir de l'industrie, qu'est-ce qu'on va faire, où est-ce qu'on va aller chercher les ressources, quels procédés vont être mis en œuvre. Parce que c'est les travailleurs qui vont les exécuter, puis ça, c'est le modèle fordiste qu'on a, où les travailleurs, c'est juste des exécuteurs, puis les concepteurs du travail, c'est les entreprises. Mais peut-être que les travailleurs ne sont pas aussi cons que laisse entendre le modèle fordiste. Peut-être qu'ils sont capables de réfléchir aussi à la conception. Puis, si on leur donne une chance, peut-être qu'on serait capable de faire quelque chose. Mais il y a une nécessité aussi de formation. Puis ça, je l'entends aussi dans les milieux syndicaux. Il y a des idées comme en Angleterre, ils ont des délégués environnementaux. Donc, il y a eu un moment où ils ont tenté de faire que ce soit certains individus, la même manière que les délégués sociaux qu'on a à la FTQ, où ils sont spécialistes sur des enjeux de santé mentale, santé psychologique au travail. On formerait certains individus qui sont en mesure de lever des flags quand c'est le moment de dire qu'il y a un problème environnemental. Peut-être qu'on pourrait avoir des formations plus larges pour que les travailleurs, quand ils sont soumis à ces impératifs environnementaux-là, ben, ils soient capables de répondre à leur employeur, c'est quoi le problème, comment on va se trouver une autre solution, puis essayer de bypasser. Dans les milieux où on le fait, où il y a une forme de formation, où il y a soit parce que les travailleurs sont allés la chercher eux-mêmes, soit parce que les syndicats l'ont offert, ben, c'est drôle, on arrive à avoir des cas où les travailleurs peuvent être une force de proposition, puis proposer. Moi, j'ai entendu des cas où pendant des années, des syndicats revendiquaient que l'entreprise pouvait aller chercher du financement que le gouvernement offrait. Donc, le gouvernement offre des programmes de subventions publiques, puis l'entreprise refusait de faire les changements parce qu'ils ne savaient tout simplement pas que le programme existait. Le jour où ils ont découvert que le programme existait, ils ont fait comme si ça ne faisait pas comme 5 ans que le syndicat leur rappelait qu'il existait, puis, mais ça s'est fait. Donc, l'important, c'est qu'en sachant ce qui existe, en sachant que les possibilités, ben, ils sont capables de faire ces transformations-là. Les syndicats les ont félicités pour leur très bonne idée. Ben oui, maintenant. Merci beaucoup, Jonathan. Il nous reste presque plus de temps, donc ça va être la partie plus de conclusion. Là. Donc, maintenant qu'on a dit tout ça, comment on travaille ensemble? Comment on s'organise autour d'un dialogue social efficace, là, compte tenu que, comme disent les Anglos, time is of the essence. Le temps, c'est du gaz. Non, mais c'est pas vrai. Le temps, c'est précieux. Donc, comment on fait? Marie-Noëlle, tu veux commencer? Ben oui, ben tu sais, je mentionnais au début qu'en 2018, déjà un des consensus qui était sorti du sommet, c'était qu'il nous fallait un chef d'orchestre. Là, on a absolument besoin que le gouvernement du Québec embarque dans l'histoire de la transition juste, orchestre ce qui va se passer, mettre en place un comité tripartite, vienne généraliser la notion de transition juste dans les entreprises, dans toutes les entreprises, pour que ça devienne qu'il y ait un réel travail qui se fasse sur le terrain. On a besoin d'avoir des études annuelles faites par le gouvernement sur c'est quoi les impacts sur les emplois qu'il va y avoir avec la transition. Il faut sortir en fait l'espèce d'approche individualiste par rapport à la transition juste. C'est pas juste aux entreprises individuellement, puis encore moins aux travailleurs individuellement, à porter sur leur dos le poids de comment est-ce qu'ils vont sauver leur emploi, puis comment est-ce qu'ils vont faire la transition de leur entreprise. Tout ça est intriqué, c'est collectif ce défi-là, puis on doit absolument donc avoir des données collectives, avoir des réflexions collectives pour être en mesure d'avancer. Donc,
comment est-ce qu'on va travailler ensemble, toutes les parties confondues, pour venir accélérer la pression sur le gouvernement du Québec pour qu'enfin ils comprennent que plus ils tardent à mettre en place des programmes de transition juste, plus on va être dans l'urgence et moins on va être capable de dialoguer. Parce que quand on est menacé directement, quand on a peur là de perdre notre job ou quand on est dans un contexte de changement climatique exacerbé avec des catastrophes naturelles et compagnie, de part et d'autre, tout le monde n'est plus dans une prédisposition qui est propice à avoir un dialogue fructueux. Donc, il faut le faire maintenant, mais là, on aurait dû le faire il y a 20 ans. On est déjà en retard. Là, on ne peut plus se permettre d'attendre. Donc, numéro 1 pour les solutions, c'est ça. Mais après ça, j'ai envie de dire, sur le terrain, il faut qu'on se parle aussi. J'ai envie de vous parler de papier roulant présentement à Saint-Jérôme pour montrer comment est-ce qu'on arrive à un moment charnière où il peut y avoir des alliances improbables, je crois, entre le milieu industriel, les travailleurs puis le milieu environnemental. Papier Roulant reçoit depuis plusieurs années le biogaz du dépotoir de Sainte-Sophie. Papier Roulant est fier de son papier qui est vert, qui est produit avec un gaz renouvelable. Présentement, on veut raccorder le dépotoir de Sainte-Sophie au réseau d'Énergir pour ensuite redistribuer ce gaz naturel renouvelable, un peu, tu sais, on va le diluer dans le réseau, puis on va l'établir, on va le distribuer un peu partout. Et là, Papier Roulant se trouve privé de sa source d'énergie, alors que c'est ça le modèle qui devrait être mis de l'avant, un modèle en circuit court qui part de la source, qui s'en va directement à l'industrie. Et là, les emplois même de Papier Roulant sont menacés par l'injection de ce biogaz-là, pourtant qui faisait bien sa job, puis là, qui va se retrouver dans le circuit d'énergie pour les aider à aller atteindre leur cible gouvernementale. On voit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et que les solutions qui sont mises de l'avant dans ce cas-ci par les travailleurs, par l'industrie Papier Roulant, sont exactement en phase avec les mêmes revendications du milieu environnemental. Et je pense qu'il y a présentement plusieurs opportunités si on s'assoit ensemble, puis c'est vrai aussi avec les travailleurs, travailleuses d'Énergir, je pense que si on assoit ensemble les différents secteurs pour trouver des solutions conjointes, on est capable de trouver des éléments qui vont dans la même direction pour qu'on travaille ensemble à faire avancer. Donc, plus de dialogue, mais pas juste en haut entre les leaders, entre les gens sur le terrain qui font la job. Je pense qu'on est rendu là. Marie-Noëlle, je peux en profiter pour te demander de dire un mot sur le manifeste de la transition juste et viable. Ben, rapidement, mais peut-être, OK, ben juste, on a sorti un manifeste, là, dans le fond, la semaine dernière. Dis qui on? Oui, ben, en fait, c'est plusieurs groupes. Nomme-les toutes. 200 groupes. 200 organisations, là, presque une centaine aussi des scientifiques, des communautés, des personnalités publiques. C'est en ligne, on pourra le mettre dans le chat d'ici la fin avec 14 revendications pour l'avenir de l'énergie. Mais quand je disais que c'est collectif, ce qui se passe, l'avenir de l'énergie et au Québec va avoir des conséquences importantes sur la transition juste, sur la transition énergétique et je pense que tout le monde devrait se préoccuper de ce qu'on va faire en matière d'énergie au Québec. Puis je vous invite à aller lire ce manifeste-là. On pourra le mettre dans le chat. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, JP? Oui, puis donc, c'est-à-dire que c'est juste que quand on parle de travailler ensemble, c'est pas mal ça, dans le sens qu'il y a des groupes environnementaux, il y a des syndicats, il y a des groupes qui représentent les clientèles à faible revenu. Il y a des groupes qui représentent la société civile. Donc, tant qu'à moi, c'est en tout cas, un bel exemple d'un beau début de collaboration. Et Brenda Green qui dit mais bravo pour le manifeste. Merci. Merci on behalf of tous ceux qui ont travaillé dessus. Marie-Céline, veux-tu ramasser la POC par rapport à comment on travaille ensemble, puis un peu peut-être parler des expériences de transition juste chez vous avec Énergir Oui, ben, tu sais, effectivement, là, on est d'accord là, que ça prend plus de dialogue social entre toutes les parties. Ça prend un projet de société, des objectifs communs, puis un plan pour y arriver, tu sais. Puis toutes les actions ne pourront pas être les mêmes. Elles vont être différentes pour chaque groupe, chaque communauté, chaque milieu de travail. Mais
faut qu'elle soit cohérente, là, puis qu'elle vienne s'inscrire dans un projet commun. On ne peut pas passer à côté de tout ça. Quand on parle de transition juste, tu sais, on entend souvent des concepts comme requalification, création d'emplois décents. Euh, tu sais, pour nos membres, ben, peut-être ça vient moins nous rejoindre, là. Il n'y a personne chez nous qui a de bac en gaz naturel, là. Bon, moi, par exemple, bon, c'est pas un bon exemple, là, il n'y a personne qui va vouloir engager une présidente de syndicat, mais tu sais, j'ai des collègues techniciens de projet, par exemple, des collègues techniciens et techniciennes de projet, là, euh, elles ont des bacs, là, pas des bacs, mais des DEC en génie civil. Donc, tu sais, pas besoin de formation là, durant des mois pour s'adapter à une transition. Ces personnes-là sont compétentes, qualifiées pour tout travail là, qui est en génie civil. Tu sais, ce qu'on veut, c'est être protégé comme travailleuse, comme travailleur, malgré la transformation vers une économie verte, là. Syndicalement, ben, on va continuer d'être présent partout où on peut pour écouter les autres, mais aussi pour se faire entendre. On a besoin de meilleures lois pour protéger les travailleurs, les travailleuses. Il y a aussi un travail de réflexion hein, qui a débuté à la FTQ, puis probablement dans d'autres centrales syndicales aussi, mais sur les états généraux du syndicalisme. Je pense que ça s'inclut très bien aussi dans la transition juste. Euh, Puis, on va continuer à faire du lobbying là, auprès des paliers de gouvernement avec la FTQ puis le CTC. Puis c'est ça, tu sais, bien entendu, on va continuer le dialogue avec notre employeur. On veut faire partie de la transition, puis on veut faire partie de la suite en protégeant nos emplois. Si on réussit ça dans notre milieu au Québec, ben c'est sûr qu'en parallèle, il faut que le reste de la planète embarque aussi. Euh, puis j'allais oublier, on a aussi un autre projet dans notre section locale, là. Dans la prochaine année, on va être accompagné par le Front commun pour une transition énergétique via le programme de transition juste en milieu de travail. Bon, Fait c'est ça, je voulais que tu parles surtout. Merci. Oui, continue. c'est bon, j'ai failli oublier, hein. Mais non, mais non, c'est super emballant puis super intéressant comme projet. Puis, mais, tu sais, ça peut pas se faire juste dans notre milieu, là. Globalement, ça va peut-être demander un changement complet du système économique, une vraie démocratie, là, où les citoyens ils ont un vrai choix, pas juste un vote aux 4 ans. Puis, euh, Puis, tu sais, ça pourrait amener des améliorations dans toute la communauté, puis pour tous les travailleurs, toutes les travailleuses. Oui, ben, merci beaucoup. Jonathan, c'est à ton tour. Comment on travaille ensemble, d'après toi? Oui, ben, en fait, clairement, il faut trouver des intérêts communs, là. Il y a une chose il y a un peu d'angélisme des fois, là, on est dans une culture du consensus, puis on espère qu'il va arriver. Mais on est aussi autour des intérêts. Puis je pense que moi, j'enseigne la négociation collective, puis c'est ce que j'enseigne aussi pour tout le monde, c'est vous pouvez essayer de faire des discours, puis de discuter, puis d'argumenter de manière rationnelle par rapport à ce que vous voulez, puis à quel point on veut tous aller dans la même direction. Mais au final, il y a quand même des intérêts qui se manifestent. Donc, essayez de trouver les intérêts. Je pense qu'un bon exemple de ça, Marinelle, tu mentionnais le secteur de la foresterie, puis heureusement, ça a changé là, dans les dernières années. Chez Unifor, ils ont pris en compte le fait qu'ils avaient intérêt, en fait, à que le caribou, qui est une espèce menacée, soit protégé. Parce que le caribou contribue aux écosystèmes, contribue donc à faire qu'il puisse avoir de l'emploi dans la foresterie, puis qu'il laisser le caribou être exterminé par le fait qu'on fait des coupes qui ne sont pas adaptées
à son existence, au fait que le caribou en a rien à faire de notre système capitaliste, là. Il court partout puis il fait ce qu'il veut, là. Et donc, si on veut s'assurer qu'on puisse continuer à avoir des emplois, ben, ils ont collaboré avec des groupes écologistes pour essayer de savoir c'était quoi la manière de faire qu'on puisse conjuguer nos intérêts, trouver des intérêts communs qui font qu'on pourra continuer à exploiter une ressource qui est renouvelable comme le bois de manière durable avec les populations de la faune, en fait, de caribou. Donc, ils ont travaillé dans ce sens-là. Puis un autre secteur dans lequel je pense qu'il y a quand même des initiatives. Et là, le problème, c'est qu'ils sont bloqués par le gouvernement qu'on a, en fait, qui ne met pas en place nécessairement toutes les mesures qui sont revendiquées autant par les travailleurs, par leurs syndicats, que par les entreprises. C'est le secteur de la construction. Dans le secteur de la construction, il y a beaucoup de discussions entre les employeurs, avec les ingénieurs, les architectes, et les syndicats sur le fait que ce serait possible d'inclure certaines normes dans les appels d'offres pour qu'il y ait un recyclage des matériaux. Il y a des trucs comme le fait que typiquement, quand on détruit dans le bâtiment, ben, ce qu'on fait, c'est qu'on détruit tout simplement, on met dans des poubelles, puis c'est enfoui ou c'est caché un peu quelque part. Puis c'est possible de recycler beaucoup des matériaux. On le fait partout dans le monde. On a des entreprises, même des entreprises qui ont une expertise au Québec, qui sont capables de faire le recyclage de certains produits, mais le fait que ce ne soit pas inclus dans les appels d'offres, l'obligation de le faire, que ce ne fasse pas partie des normes du secteur de la construction, ça fait que ben, les entreprises n'ont pas d'incitation à le mettre dans leur demande, évidemment, parce qu'ils vont perdre l'appel d'offres, tout simplement. Donc, il y a à réviser un peu le système qu'on a dans lequel on attend le gouvernement. Puis malheureusement, depuis les dernières années, on n'a pas un gouvernement qui est très axé sur la protection de l'environnement, qui a vraiment une logique de l'environnement qui est comment on peut faire le plus d'argent possible, encourager les entreprises à faire de l'argent, puis c'est tout. Et on n'essaie pas de réglementer, d'orienter le marché d'une certaine manière. Il y a d'autres idées un peu plus radicales là, qui peuvent revenir aussi. Bon, un peu moins radicales, il y a l'économie sociale et solidaire qui contribue à faire certaines choses, mais il y a eu un temps où, dans les syndicats de l'automobile, quand il y avait les crises économiques à partir des États-Unis là, à Oshawa et tout ça, dans la Rust Belt, il y a eu des initiatives qui voulaient racheter, les syndicats, les travailleurs voulaient créer des coopératives, racheter les entreprises, puis dire, ben, laissons-les mourir. Puis ce qu'on fera, c'est qu'on va aligner la production aux besoins des communautés. Puis il y a eu plein de discussions sur qu'est-ce qu'on pourrait produire. On a des travailleurs qui sont compétents, il y a de la machinerie, il y a de la volonté, puis il y a des besoins dans les communautés autour. Malheureusement, la crise a frappé plus fort que prévu. Le syndicat national a dit que ce n'est pas notre priorité de s'intéresser au rachat de 2 petites usines. Donc, ce n'est pas un plan qui a suivi, puis on est passé sur des emplois décents, mais peut-être que c'est le genre de projet qu'on peut aussi ramener. Là, si je peux ouvrir sur une voie radicale. Moi, j'ai envie de vous poser une question qui n'est pas à l'ordre du jour, mais qui est d'actualité, puis puis je ne sais pas si ça rapporte, mais qu'est-ce que vous pensez des 35 000 emplois qui vont être nécessités par le plan d'action de Hydro-Québec 2023-2035 et la transition juste? Comment vous voyez ça, vous? Est-ce que vous voyez ça d'un œil favorable ou moyen? Puis qui veut commencer peut commencer, là, mais c'est un peu une question alambiquée, là, parce que moi, je ne connais pas la réponse. Ben, j'ai pas Marie-Noël? l'impression qu'il y a de réponse. Je pense pas qu'il y a de réponse uniforme pour ça. Tu sais, je peux dire qu'a priori, quand on voit ça, on a encore l'impression qu'on est dans une vieille logique de création d'emplois qui est pas vraiment, qui ne tient pas vraiment compte du contexte dans lequel on est, c'est-à-dire qu'on est dans un contexte de pénurie d'emplois, et principalement une pénurie d'emplois qualifiés. Et là, on a bien vu que les 35 000 emplois, c'est 35 000 emplois qualifiés qui sont là. Et donc, ça pose une pression sur les autres secteurs d'emploi qui ont déjà de la misère à combler les postes. Fait que c'est sûr qu'il y a une question sur le réalisme de ça. Après ça, on n'est pas, tu sais, quand on parle au niveau de la transition juste, tu sais, c'est sûr que d'un côté, on pourrait se dire qu'il y a certains secteurs
énergétiques qui peuvent peut-être être appelés à décroître, puis qu'en même temps, on a Hydro-Québec qui est dans une croissance. Fait que c'est sûr que je pense qu'il pourrait y avoir un plan, une espèce de réflexion pour voir comment est-ce qu'il peut y avoir une meilleure coordination entre les différents secteurs d'emploi. En même temps, c'est pas vrai que tous les emplois, c'est pas parce que c'est de l'énergie qu'automatiquement on peut prendre une personne puis le mettre là, c'est pas pareil, là. Mais peut-être qu'il y a certaines catégories d'emplois, mais le besoin, si on voulait que ça s'inscrive dans une logique de transition juste, on ne peut pas s'en sauver. Il faut revenir initialement aux besoins de chefs d'orchestre, de coordination globale, d'avoir un plan de match qu'on n'a pas. Donc, sans ce plan de match, sans cette coordination-là, non, je ne pense pas que ces 35 000 emplois vont pouvoir s'inscrire et favoriser la transition juste d'une façon ou d'une autre. Ben, c'est-à-dire qu'à la limite, est-ce que ça ne vient pas même menacer la transition tout court? Puis pour avoir une transition juste, il faut avoir une transition. Là, comme c'est là, s'il y a 35 000 emplois qui sont mobilisés là-dedans, qui est-ce qui va installer les thermopompes? Qui est-ce par exemple, dans le cadre de l'entente Biénergie, Hydro-Québec Énergie, qui est-ce qui va rénover les maisons? Donc, je pense qu'on ne pourra pas tout faire, là, donc c'est un peu dans ce sens-là ma question. Est-ce qu'il n'y a pas un peu justement d'angélisme, là, je pense, pour reprendre l'expression de Jonathan tantôt, là, de dire, oh, gars, des employés, il y en aura tout le temps, puis on peut faire ce qu'on veut. Il n'y a pas de limite finalement. Là, puis justement, il n'y a pas de chef d'orchestre pour savoir comment on va, est-ce qu'on va avoir assez de main-d'œuvre justement pour faire la transition. Comment cette transition-là peut être juste. Là, justement, ça m'a l'air d'être un peu une menace à la transition juste, ce plan de développement-là d'Hydro-Québec, ce plan d'action-là. C'est pour ça que je voulais vous entendre là-dessus. Jonathan, Marie-Céline, je ne sais pas si vous avez une opinion là-dessus aussi. Ouais, je crois que quand même le milieu des affaires est un peu préoccupé là, par des annonces comme ça, là, surtout des gros nombres d'emplois qui sont créés sans aucun plan. Ça sort d'un chapeau comme ça, là. Créer des emplois pour créer des emplois, il n'y a personne au Québec qui aime vraiment ça, sauf l'effet d'annonce que ça fait pour le gouvernement. Ça les fait bien paraître, mais c'est clair que il n'y a pas de planification de quel type de main-d'œuvre on va avoir besoin, où est-ce qu'on va la trouver, d'où est-ce qu'on va l'enlever, ou où est-ce qu'on va aller la chercher dans le monde s'il faut faire venir des gens pour ça. Puis il y a un autre aspect, là, je crois qu'ils ouvrent aussi beaucoup la porte à la privatisation d'Hydro-Québec, qui, ça, est assez critiqué par les syndicats qui sont déjà chez Hydro-Québec, puis qui disent, mais nous, ce qu'on aime quand même bien, c'est le fait qu'on soit une société d'État. La forme de la privatisation, elle se fait déjà là, depuis la réforme de la tarification. Il y a une forme de privatisation où on lie la tarification à des enjeux du marché, puis éventuellement, ça peut avoir un effet sur les travailleurs, sur la capacité des travailleurs de rester dans l'entreprise parce que c'est une société d'État. Mais le fait que ce soit une société d'État est quand même assez bien accepté par la population québécoise, par les travailleurs, puis l'ouverture au privé, ça passe moyennement. Surtout pour créer des emplois dont on ne sait pas s'ils vont être des emplois décents. On ne sait pas si c'est vraiment des emplois verts non plus. Hein, ouais. D'ailleurs, juste là-dessus, pour une information, il paraît que quand tu parles de privatisation puis un peu d'autoproduction, j'imagine, le genre Shawinigan, sans qu'on ouvre cette canne de verre-là. Mais Rio Tinto, Alcan, à l'époque, eux autres, c'était 3000 mégawatts, je pense qu'on leur a donné pour créer 12 000 jobs. Je pense qu'il en reste 3005. En tout cas, donc, c'est tout ça, justement, rentre là-dedans. Écoutez, je ne sais pas si Marie-Céline, tu veux rajouter quelque chose? Ben, tu sais, je pense que tu sais, ça peut paraître rassurant de cette annonce-là de créer des emplois et tout, mais tu sais, si je parle pour nos membres, ben nos membres, il y avait déjà le choix depuis longtemps de postuler chez Hydro-Québec. Ils l'ont pas fait, là. Ils ont choisi de postuler chez Énergie. Donc, Ben, s'ils pouvaient d'avoir garder cette leur annonce. ancienneté aussi, ça serait peut-être quelque chose d'intéressant. Mais tu Pas sais, finir à l'autre. en même temps, de quelle façon on fait ça, c'est ça C'est bon. qui devient complexe, là, mais tu sais, je pense vraiment que pour les membres du 463, c'est pas une option, là. L'option qu'ils ont, c'est de continuer avec Énergie.
Ben, OK, écoutez, il est 4h15, il nous reste pas grand temps, puis on a quelques questions part de l'auditoire. Si vous voulez, je peux commencer à une question de Anne-Marie Chapelot. Comment faire pour convaincre les dirigeants de l'urgence d'agir maintenant avant que la fenêtre soit complètement refermée? Comment faire pour les sortir de leurs calculs électoraux? Qui veut se risquer? Heureusement, je pense que s'il y avait une solution simple à ça, on l'aurait utilisée. Tu sais, c'est plate, mais j'ai envie de dire, il faut amener l'aspect collectif de la transition. Il faut essayer de faire un contre-courant à l'approche un peu individualiste. Et si on réussit à, à faire porter la transition un petit peu plus d'un point de vue collectif, et pas juste sur les, pas juste sur les sacrifices. Il n'y a pas juste des sacrifices avec la transition énergétique. Il y a plein de. Habituellement, là, on a tendance à dissocier l'humain. On dissocie un petit peu l'humain de la nature ou de la planète, mais on fait partie de cette planète-là. Puis ce qui tue la planète tue l'humain aussi. Et ce qui est en train de causer la perte de la planète cause aussi notre perte. Et quand on va s'en rendre compte qu'on a tout intérêt, nous aussi, à changer nos modes de vie, que quand on change nos modes de vie pour ralentir un peu, pour essayer de moins consommer, pour resserrer les liens sociaux, pour avoir une vie un petit peu plus portée sur le collectif, un petit peu moins de matériel, un petit peu plus d'échanges, un peu plus de services, etc., que l'être humain aussi s'en porte bien. Puis je pense qu'il faut commencer à miser sur ce type de discours-là pour que la population arrête de voir juste la menace, le risque, la perte associée à la transition, qu'ils soient moins réfractaires et donc que les politiciens, parce qu'au final, on dit souvent, on a les politiciens qu'on mérite. C'est un petit peu plate à dire, mais ça reste vrai dans une démocratie. Donc, fait que j'aimerais ça dire que c'est juste la faute des politiciens, mais la réalité, c'est que c'est une danse qui se danse à deux. C'est nous qui les élisons. Mais je voulais revenir, tu as dit quelque chose de très intéressant. Tu parles des bénéfices. À la Régie de l'énergie, entre autres, on parle des bénéfices non énergétiques, par exemple des programmes d'économie d'énergie, donc l'effet sur la santé, sur l'économie, etc. Il y a un paquet de bénéfices qui vont avec la transition énergétique. Et c'est vrai qu'il faudrait peut-être mieux les vendre et pas juste euh, mettre la lumière sur les appréhensions de changement. Parce que le changement, de mon expérience, c'est rarement enthousiasmant, mais c'est souvent une bonne affaire. C'est plus épeurant que d'autres choses, mais c'est souvent une bonne affaire. Un peu, je vais passer à la prochaine question. À moins que, excusez, Jonathan ou Marie-Céline, vous ayez quelque chose à rajouter avant que je passe à la prochaine, non? Oui. C'est beau? OK. Une question de Emmanuel Attré. Comment réaliser une vulgarisation scientifique et donc un réel dialogue de terrain entre les différents mouvements environnementalistes et ceux du secteur énergétique et industriel, que ce soit employeur ou employé? Oui, ben, Marie-Noël, tu veux te risquer? C'est toi qui es dans mon écran. Je laisserai un de mes collègues y aller en premier, puis je pourrais Vas-y, compléter. Jonathan, OK, non, c'est toi, parce que c'est toi qui es dans le gros écran. Vas-y, Jonathan, remplace le gros écran. Oui, c'est la dernière personne qui parle qui est dans le gros écran. Ah, c'est Mais, ça. ouais. Mais je pense qu'on le fait déjà d'une certaine manière. On a beaucoup d'endroits où, heureusement, par rapport, Marinelle le disait, là, il y a 20 ans, c'était compliqué de s'asseoir à la même table entre écologistes et syndicalistes. C'était même compliqué pour les syndicats de s'asseoir avec les employeurs sur ces questions-là, parce qu'on voyait que les pertes d'emploi. Puis je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même plus le cas. Heureusement, il y a eu beaucoup de coalitions syndicales qui ont réussi à rassembler les idées des syndicats plutôt qu'être complètement divisés puis défendre leurs propres intérêts sectoriels, seulement leurs membres, comme si ce n'était pas un problème plus global dans le secteur ou dans l'économie en général. Mais même avec les autres groupes, il y a beaucoup de lieux de rencontre, comme en ce moment. Mais il y en a d'autres qui viennent pendant toutes les années. Puis on arrive relativement à trouver des points d'entente. Il y a toujours des moments où ça part en vrille, puis c'est ceux-là dont on se rappelle. Là, c'est comme dans n'importe quelle situation dans la vie. Là, quand ça va mal, on s'en rappelle plus que quand ça va bien.
Mais je pense qu'on réussit quand même à trouver des manières de parler, de traduire nos discours dans des langages qui sont compréhensibles les uns pour les autres. Ben, merci beaucoup. On a une dernière question de Brenda Green. À quel point le transfert des subventions aux énergies fossiles vers des emplois plus verts pourrait-il contribuer à la cause des travailleurs? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se risquer? Je peux répéter la question. À quel point le Je vais y transfert... aller. Ben, en fait, juste un élément, là, un élément de réponse, de transférer une subvention directement à l'employeur pour qu'il prenne en charge la transition ou les emplois verts, ça ne se fait pas nécessairement au bénéfice des travailleurs et des travailleuses. Puis le concept de la transition juste, c'est justement qu'il faut impliquer les travailleurs et les travailleuses. Donc, s'il est pour avoir des transferts de subventions, puis si on veut vraiment que ces transferts de subventions-là favorisent la transition juste, il faut absolument qu'il y ait des conditions assorties à cette subvention-là qui va venir obliger une participation paritaire avec les travailleurs, avec les employeurs dans comment est-ce que cet argent-là va être utilisé pour être sûr qu'au final, ce ne soit pas les travailleurs, travailleuses qui en fassent les frais. Donc, transition juste, c'est d'abord et avant tout une question de processus, ce n'est pas juste une question finale, puis de juste pelleter de l'argent aux employeurs, c'est pas ça contribuer à la transition juste. Merci beaucoup, Marie-Noëlle. Bon, ben, merci beaucoup aux panélistes. Je crois que c'est ce qui clôt l'atelier aujourd'hui. Marie, est-ce que tu veux dire le mot de la fin? Oui, ben, bien sûr, merci beaucoup d'avoir été présente. La nuit tombe vite, hein, comme vous pouvez le voir. Mais merci beaucoup d'avoir été présente pour ce panel. Est-ce que vous voulez ajouter une dernière note positive pour l'avenir si jamais ça vous tente, le micro est ouvert pour vous. Ah, Oui, j'entends. allez signer le manifeste. Il est en ligne quelque part, Marie-Noëlle, le manifeste, et les gens peuvent encore le signer, j'imagine. Je ne sais pas s'il est ouvert pour signature, mais il est clairement ouvert pour partage. Je l'ai mis dans le chat. Bon, ben, Parfait. merci. Puis, J'ai parlé à Mélanie de le laisser ouvert pour signature parce qu'on peut continuer d'accumuler des signatures, je crois. Excuse, parfait. vas-y, Marie. Oui, bien sûr. Mais je vais clairement le garder aussi moi parce que je vais le mettre dans les actes des dialogues que vous pourrez lire évidemment. Mais en tout cas, merci pour cette belle discussion. C'est sûr que c'est des problématiques qui nous touchent beaucoup puis qui sont vraiment au cœur de la COP28. Évidemment, là, on a vraiment parlé et je trouve ça très intéressant qu'on ramène cet enjeu-là aussi au Québec et qu'est-ce que ça veut dire pour les industries qu'on a ici. Et vous nous avez quand même éclairé sur pas mal de choses, donc merci énormément. Puis j'espère que vous allez continuer à suivre les dialogues pour le climat. Ça m'a fait un plaisir de vous rencontrer puis de partager ce moment avec vous. Merci Marie. Puis je veux juste Le dire, sondage. Marie-Céline, on peut, ici c'est le dialogue pour le climat, mais on peut poursuivre le dialogue à l'extérieur du panel pour voir s'il n'y a pas des pistes de collaboration entre les acteurs environnementaux puis les travailleurs, travailleuses d'énergie. Certainement. Ça sert exactement à ça, les dialogues aussi, de pouvoir se parler entre secteurs. Donc, vous avez vos contacts là. Je vous laisse faire le reste. Marie, tu veux parler du sondage? Oui, évidemment, il y a le sondage qui est à remplir pour le panel, pour évaluer ce panel. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Puis voilà, n'hésitez pas à le remplir, ça nous sert énormément pour nos rééditions, puis notre amélioration continue, évidemment. Merci Bon, beaucoup. merci, bonne journée, soirée. Bye bye. Merci, bonne soirée.